Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Je vais partager aujourd'hui ce plateau avec mes invités Patrick Ladvine et Iman Alaouitaki. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui, Iman, alors vous êtes en licence professionnelle logistique globale et éco-responsabilité. Vous êtes ici pour nous parler d'un prix que vous avez obtenu, le prix national étudiant qualité performance. C'est dans le cadre de votre stage chez FICO Filtration. Patrick Ladvine, vous en êtes d'ailleurs le président directeur technique. Iman a réalisé un certain nombre de missions dans votre entreprise et ce qui lui a valu ce fameux prix. On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous en tout cas. Sandrine sera également avec nous. Salut. Salut Margot. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ça va très bien. Alors on ne va pas être très originaux aujourd'hui puisque en même temps c'est au cœur de l'actualité, le coronavirus. Va-t-il faire de l'ombre aux élections ? C'est la question du jour. C'est important d'en parler quand même et de souligner les faits qui vont arriver et du coup on en parlera aussi avec les réponses de nos internautes. Très bien, on verra ça tout à l'heure, oui. Merci. D'ailleurs, nous sommes encore en stade épidémique 2, mais le déclenchement du stade 3 est imminent. Certaines mesures extraordinaires ont été prises, notamment aux États-Unis, qui interdisent désormais l'accès au pays aux Européens. D'autres mesures nous impactent directement. La région Grand Est a été nommée zone à risque par les Allemands. Marie, salut, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui Margot, je me trouve désormais en zone à risque puisque comme la Corée du Sud ou la Chine, l'annonce est tombée hier par l'Institut Robert Koch qui est une autorité publique allemande. Donc les mesures vont tomber au goutte à goutte. Les Français ne sont pas forcément bien informés. Les entreprises proposent à leurs employés de faire du télétravail. L'Université de la Sarre, la direction, a demandé très clairement aux étudiants et aux employés de ne pas venir travailler et de ne pas se rendre en cours. Les mesures vont donc tomber au fur et à mesure. On aura l'occasion d'en reparler dans le reportage qui va suivre. Tu peux le voir derrière moi, les voitures françaises justement circulent. Il n'y a pas de contrôle de police et on peut se demander comment ça va se passer. Il faut savoir que dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, la situation il y a quelques jours était plutôt tranquille, mais certaines structures comme le lycée franco-allemand de Freiburg a fermé ses portes pour éviter la propagation du virus et on peut craindre situation similaire ici en Moselle. Merci Marie, on va en reparler dans un instant. On est le jeudi 12 mars 2020 et voici les infos à retenir aujourd'hui. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Le Grand Est, considéré comme une zone à risque en Allemagne en raison du coronavirus. Une annonce faite par l'Institut Robert Koch, l'établissement allemand responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies. Les frontaliers sont autorisés à se rendre sur leur lieu de travail chez nos voisins, mais le secrétaire d'État à la Santé en Sarre déconseille aux Allemands de venir dans le Grand Est. Les étudiants et les employés français de l'Université de Saarbrück sont invités à rester à leur domicile jusqu'à nouvel ordre. Bärental a enfin son antenne de téléphonie. Les habitants de la commune du Pays de Bitche, placée en zone blanche, vont enfin pouvoir communiquer avec leur téléphone portable. Le montage de l'antenne a débuté cette semaine par les techniciens de SFR. Elle devrait fonctionner d'ici le mois d'avril. Le mois de l'enfant se poursuit jusqu'au 1er avril à Sarreguemines. Jusqu'à la fin du mois, des activités sont proposées aux enfants. L'objectif est de leur montrer que les loisirs numériques ne sont pas les seuls qui existent. Spectacles, ateliers, jeux de société, sorties nature, le programme est varié. Retrouvez toutes les informations sur le site sarreguemines.fr. Campagne des municipales à Sarreguemines, 5 têtes de liste sur 7 sont à l'écran cette semaine. Après tirage au sort, c'est au tour de Bernadette Hilpert pour la liste gauche rassemblée pour les acquis sociaux, l'environnement et la démocratie. Et c'est 15 minutes pour convaincre demain sur Mosaïque Cristal. On passe à la page météo. Voici le temps qu'il fera demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonne nouvelle,
je n'ai pas de mauvaises nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Je vous avais promis le retour du beau temps et c'est au programme pour la journée de demain. Le soleil sera très présent dès le matin et le restera tout au long de la journée. Côté température, elles seront un peu plus fraîches que la veille avec de 1 à 3 degrés au minimum et de 9 à 11 degrés au maximum. Demain, nous serons le vendredi 13 mars, nous fêterons les Rodrigues et le soleil nous accompagnera de 6h46 à 18h34. Et après la pluie vient le beau temps, c'est un petit peu ce que traduit cette photo qui a été prise à Sarrebruck par Pierrot. Merci à lui pour sa participation et continuez vous aussi à nous en envoyer. Sport, loisirs et bien-être au Pays de Beach grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Beach. On compte 21 000 frontaliers en Sarre et ils vont être les marqueurs pour le suivi de la situation du coronavirus. Si la région Grand Est est désormais considérée comme une zone à risque, comment les entreprises allemandes et les travailleurs frontaliers s'organisent-ils? C'est un reportage de Morane Grandcola et Marie Luff. Zu Hause, à la maison. Anna vit en France et travaille en Allemagne à Sarrebruck. Elle n'imaginait pas se retrouver en télétravail à partir d'aujourd'hui. Tout a démarré hier après-midi. Elle raconte. Tout a commencé avec un appel, alors un coup de fil de ma copine qui m'a dit « Écoute, je travaille… » Alors là, ils m'ont envoyé à la maison. Il y a mon chef qui est venu il y a quelques instants et ils m'ont envoyé à la maison. J'ai dit « Ok ». Bizarre, je me suis dit « Ok, on va voir ce qui se passe chez nous ». Et je rentre à la maison, il était 1h, je ne savais encore rien. Elle m'avait appelé le matin. Et l'après-midi, vers 5h, comme je peux regarder et vérifier mes emails de chez moi, je regarde, je vois un message de mon chef qui nous informe, alors qui informe l'entreprise que tous les travailleurs frontalières doivent rester à la maison à partir de maintenant, qu'on a encore le droit d'aller chercher nos équipes, alors nos ordinateurs si on n'est pas dans l'entreprise. Pendant ce temps, son mari, également salarié en Allemagne, est sur son lieu de travail. Honnêtement, je ne trouve pas que c'est logique comment les entreprises agissent pour l'instant. C'est bizarre. Il y a des entreprises qui disent « vous venez plus », alors les employés n'ont pas le droit de venir. Il y en a d'autres où ça doit continuer à cause des chiffres d'affaires. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. La situation de cette famille n'est pas inédite. Les chefs d'entreprise sont responsables de la santé de leurs salariés, mais les mesures varient d'une société à l'autre. Par exemple, dans l'entreprise Jondair, les employés, ceux qui sont envoyés à la maison, sont payés comme s'ils étaient en congé. Enfin, un congé, le maintien du salaire. Donc c'est une mesure provisoire. Pour le moment, c'est pour aujourd'hui. Il y a des réunions presque heure par heure. La situation peut évoluer. Mais pour le moment, les gens qui sont renvoyés par leur patron à la maison seront payés par l'entreprise. J'ai téléphoné à Festo, qui emploie aussi des travailleurs frontaliers. Chez eux, il y a un formulaire à remplir. Il y a les pompiers qui sont devant l'usine. Les employés, tous les employés, les Allemands et les Français, doivent remplir un formulaire, signaler s'ils ont fait des courses en France. Donc eux aussi, il faut qu'ils restent à la maison. Tous ceux qui ont été en contact avec le Grand Est doivent rester à la maison. Mais là aussi, on m'a dit que la situation peut évoluer d'heure en heure. La troisième entreprise, c'est ZF, qui a aussi un formulaire à remplir. Donc les ouvriers, leur badge a été bloqué. Et ils remplissent un formulaire en déclarant sur l'honneur qu'ils n'étaient pas en contact avec une personne contaminée. Le maintien du salaire ne semble pas poser de problème pour l'instant. Mais le comité de défense des travailleurs frontaliers scrute la situation qui peut évoluer d'heure en heure. Autre inquiétude, le maintien de l'activité économique lorsqu'une chaîne de production, par exemple, est privée de la plupart de ses salariés. Et si vous êtes vous-même travailleur frontalier, vous pouvez poser vos questions au comité de défense des travailleurs frontaliers. Évitez néanmoins de vous rendre aux permanences et préférez le téléphone ou le mail. Il y a des journées de sensibilisation pour tous les sujets et aujourd'hui on s'intéresse à nos oreilles car c'est la journée nationale de l'audition. Uranie, salut. Alors tu es en plein test apparemment.
J'entends bien à gauche. Oui, salut Margot. Oui, alors apparemment, j'ai une très bonne ouïe. J'ai pas besoin d'appareil. Alors c'est pas le cas de tout le monde, puisqu'il y a un peu moins de 2 millions de personnes en France qui sont déjà appareillées sur 4 millions qui ont des troubles auditifs. Alors il faut savoir que 51% des Français n'ont encore jamais fait de bilan complet chez le médecin ORL. Alors, il faut dire que passer la porte, c'est toujours un peu difficile quand il s'agit d'auditifs, parce que c'est souvent assimilé et à tort à la vieillesse. D'ailleurs, avec Thibaut ce matin, on a vu que ça touchait toutes les générations. On vous en parle dans un reportage. Et puis, on parlera également d'actions humanitaires pour appareiller les plus démunis avec Lucille Fèvre, qui est audioprothésiste. Oui, comme tu le disais, Uranie, les pertes d'audition ne sont pas seulement question d'âge. Si le public reste plutôt âgé pour les audioprothésistes, la Journée nationale de l'audition tente de sensibiliser un peu plus largement le public et notamment les jeunes pour sa 23e édition. Reportage. Avez-vous du mal à suivre une conversation? Faites-vous souvent répéter votre entourage? Avez-vous des acouphènes? Des questions à se poser pour savoir si l'on est concerné par des troubles de l'audition. Si les premiers signes apparaissent vers 55 ans, les jeunes et les actifs ne sont pas épargnés, notamment en raison de l'exposition sonore durant le travail et les loisirs. Musique trop forte dans les écouteurs, participation à des concerts sans protection, manque de repos auditif peuvent entraîner des troubles plus rapidement chez les jeunes. Parmi les gènes diagnostiqués, difficultés de compréhension, sifflements et bourdonnements dans les oreilles. Par exemple, 63% des étudiants ont des difficultés pour suivre une conversation dans des lieux de vie. À noter que le dépistage s'améliore dès la maternité pour les enfants malentendants. Autre chiffre, 6 millions de personnes en France ressentent des acouphènes. Le bruit des machines en entreprise peut aussi être un facteur aggravant. Dans le milieu industriel, la surdité touche plus de 3000 personnes par an, malgré les réglementations. Mieux vaut ne pas négliger le port de casque, de bouchons sur mesure, pour réduire l'impact du bruit. Aujourd'hui en France, plus de 4 millions de personnes sont atteintes par des pertes d'audition plus ou moins élevées. Pourtant, plus de 2 millions ne portent toujours pas d'appareil. La Journée nationale de l'audition, c'est alors l'occasion de sensibiliser le public et de rappeler qu'il vaut mieux faire un dépistage le plus tôt possible pour garder ses repères auditifs et son confort de vie. C'est parfait. Et depuis 2008, l'association Audition Solidarité s'engage pour aider les enfants défavorisés du monde et les adultes démunis en France en recyclant les appareils auditifs usagés. Lucille Fèvre est en direct avec nous. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors vous êtes audioprothésiste et membre de cette association. Pourquoi s'être engagé dans ce projet ? C'est un projet qui est intéressant parce que dans un premier temps, on s'occupe des personnes qui en ont besoin. En France, on n'a pas ce souci pour tout ce qui est enfant ou on a une sécurité sociale. C'est vrai qu'à l'étranger, c'est pas le cas. Ou pour les gens en France qui n'ont pas de couverture sociale, on donne un coup de main avec des appareils recyclés. Alors pour votre part, vous avez fait plusieurs actions humanitaires dans le monde, notamment au Vietnam. Comment ça s'est passé ? Alors, je suis partie au Vietnam en 2017, donc avec Audition Solidarité. On est reçu dans des écoles d'enfants sourds quand on part à l'étranger. On est sur place toujours une équipe qui peut assumer quand l'association repart. Pour aussi donner plus de confort pour ces enfants, hein, on les voit d'ailleurs à l'image. Vous vous engagez aussi en France, récemment à Paris, il me semble. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, je suis partie à Paris fin février avec toujours l'association. Là, on va s'occuper des gens qui n'ont pas de couverture sociale ou qui sont bénéficiaires de l'AME. Donc, on va de nouveau les appareiller et mettre en place aussi une chaîne totale avec un médecin ORL, une équipe d'audioprothésistes, des personnes pour fabriquer des bouchons sur place. Et on a aussi une orthophoniste qui nous accompagne. Et maintenant, pour la suite, est-ce qu'il y a d'autres projets pour cette année, d'autres envies humanitaires ? Alors, je vais partir cette année en République dominicaine au mois de mai, toujours avec l'association Audition Solidarité, pour une semaine. Bon, en tout cas, on vous félicite. Bravo pour ces actions. Merci Lucille Fèvre d'avoir répondu à nos questions en direct et bonne journée de l'audition à vous. Merci beaucoup, bonne journée. En mars, c'est aussi le mois de l'enfant et les petits Sarregueminois vont de découverte en découverte. Des enfants ont ainsi aiguisé leur sens hier à la halte garderie Le Petit Prince. Guillaume Dumontail était sur place. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher.
Les 5 sens de ces bambins et de leurs accompagnateurs ont été mis à contribution dans ce parcours jeu sensoriel proposé par la halte garderie Le Petit Prince. Les enfants étaient ravis de faire cette activité qui démontre que l'on peut bien s'amuser sans écran avec des éléments que l'on retrouve dans sa maison. Cette activité était proposée à l'occasion du mois de l'enfant, une manifestation qui dure jusqu'au 1er avril et qui donne également l'occasion aux familles d'assister à des spectacles et de découvrir des structures destinées à l'enfance comme le centre équestre, le marmousée, la médiathèque ou la ludothèque. Retrouvez le programme complet du mois de l'enfant sur le site internet sarreguemines.fr. À noter que toutes les activités sont gratuites. Restez avec nous, après la pub, on vous donne la parole et puis je reçois Iman Alawitaki, une étudiante qui a brillé lors de son stage chez FICO Filtration. Le président directeur technique de l'entreprise est aussi avec nous. À tout de suite. Quelle maire pour votre commune? La réponse dimanche soir à partir de 20h. Des résultats commune par commune, des reportages, des invités plateaux, une spéciale élection municipale à ne pas manquer sur Mosaïque Cristal. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. La situation relative au coronavirus conduit les caisses du Crédit Mutuel de Beach, Rohrbach, Götzenbrück et Wieswiller à annuler leurs assemblées générales. L'activité des caisses reste cependant normale et le personnel sera heureux d'accueillir et de servir leurs nombreux clients et sociétaires. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition le 12 mars, AVS Audition vous propose un dépistage gratuit sur rendez-vous tout le mois de mars. En plus, jusqu'au 30 avril, profitez de 300 € offerts pour l'achat de 2 aides auditives de la gamme Confort et Premium. Rendez-vous dans votre centre de santé à Morsbach ou par téléphone au 03 87 87 03 71. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Du 24 mars au 7 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 22e édition du Festival de langue francique Mireille de Plate. De nombreuses animations à partager, des expositions, du théâtre, des chansons, de l'humour, des rencontres, des conférences et de nombreux ateliers. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas le Bagad de Lambiway, ambassadeur de la musique folklorique bretonne, ce vendredi 20 mars à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous.
Élections et coronavirus. Allez-vous voter? Entre gel hydroalcoolique et multiples stylos, les mairies ont pris des dispositions pour éviter la propagation du virus. Est-ce que cela vous rassure? Allez-vous voter malgré l'épidémie? Quelles sont les réponses, Sandrine, de nos internautes, puisqu'on leur a posé la question? Tout à fait. Alors, à la question « Est-ce que ça vous rassure ?», j'ai envie de répondre par une autre question. Est-ce qu'ils étaient inquiets à la base? Et j'en ai pas vraiment l'impression. Mais par contre, à la question « Allez-vous voter ?», Siem nous répond « J'irai voter comme à chaque fois, c'est un devoir de citoyen. C'est à se poser la question si la polémique sur le Covid-19 n'est pas intensifiée exprès pour empêcher les gens de voter. » Pour Renard, la solution est la suivante. Je porte des gants et j'apporte mon stylo. Bérénice ajoute « Il y a moins de personnes dans mon bureau de vote que chez mon boulanger et personne ne songe à ne plus manger la baguette tradition. Je vais voter en prenant des précautions. » Mais pour certains, justement, ces précautions restent démesurées, comme le sous-entend le commentaire de Jean-Paul qui nous dit « Y aura-t-il des scaphandres à l'entrée des bureaux de vote ?» Alors j'ajouterais quand même que c'est sûr que ça a l'air démesuré, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, puis ça permet de rappeler les bonnes pratiques d'hygiène qu'il faut d'ailleurs adopter aussi toute l'année, c'est vrai. Pas seulement quand il y a un virus. Merci Sandrine en tout cas pour cette chronique. On se retrouve juste après pour les bons plans de sortie. Je t'attends. Alors on va passer à un tout autre sujet. Elle est étudiante à l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines et a reçu récemment le prix étudiant qualité performance. Iman Alawitaki est avec nous, accompagnée de son tuteur. Vous avez été son tuteur, Patrick Ladvine, pendant toute la durée de son stage. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, et donc vous l'avez accueilli et dans le cadre de ce stage, Iman a accompli une mission en particulier qui lui a valu ce prix. Alors avant de vous donner la parole, on va regarder un reportage qui a été réalisé il y a quelques jours. Il est bien en vue derrière le bureau d'Iman, le certificat qui atteste que Ficofiltration répond aux exigences de la certification ISO 9001 version 2015. C'est la preuve que l'entreprise travaille conformément aux règles et de manière optimisée. L'obtention de cette certification était la mission principale du stage d'Iman Alawitaki. Grâce à elle, l'entreprise qui produit des filtres et de la tôlerie fine a vu ses commandes clients exploser, avec un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise de plus de 50%. Compte tenu de cette certification, certains postes de travail ont connu des modifications pour davantage de traçabilité et d'efficacité. Au niveau du travail, il y a plus de papier à remplir, le rangement il a un petit peu changé, elle a tout spécifié dans les armoires où il faut tout ranger. Pour faire accepter ces changements par les membres du personnel, la jeune stagiaire, aujourd'hui âgée de 29 ans, a fait preuve de pédagogie en expliquant aux salariés les objectifs de ces évolutions. Iman Alawitaki a élaboré des fiches de poste et des fiches de procédure, notamment au niveau du logiciel de gestion de l'entreprise. Nouvellement embauchée, Marie-Pierre Hoffman prend ainsi ses marques plus facilement. C'est grâce aux procédures que Iman a développées qui me permet d'enregistrer des commandes clients, fournisseurs, faire des BL, faire des facturations. Donc les procédures sont très très bien expliquées, qui donnent des étapes successives de chaque enregistrement. Après, il y a parfois des petits couacs, donc je demande l'aide d'Iman. Compte tenu de ces changements, l'entreprise Ficofiltration est en pleine croissance. Elle se trouve désormais à l'étroit dans ses locaux sarregueminois situés au numéro 5 de la rue Joseph Cugnot. Elle souhaite déménager. Alors Iman, vous avez commencé votre stage chez Ficofiltration en février 2019 et on vient de le voir dans le reportage, en 4 mois seulement, vous avez en quelque sorte transformé l'entreprise, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Quels étaient les objectifs en fait de votre stage là-bas? Alors j'ai effectué mon stage à Ficofiltration suite à la demande de Monsieur Ladvine auprès de l'IUT de Moselle-Est. Donc le responsable pédagogique, Monsieur Laurent Mort, m'a proposé la mission je devais préparer l'entreprise à mettre en place un système de management de la qualité conforme aux exigences de cette norme pour pouvoir obtenir la certification. Alors, au moment de votre stage chez Ficofiltration, vous étiez étudiante en management des organisations, donc ça rentrait en fait parfaitement dans ce que vous avez appris à l'école. Oui, précisément la licence QHSSE, qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement.
D'accord, mais donc ce sur quoi vous avez travaillé, c'est surtout l'obtention de la certification 9001. Qu'est-ce que c'est exactement cette certification? Alors, la certification ISO 9001 version 2015, c'est une certification qui prouve à nos clients qu'on est capable de leur fournir des produits de qualité selon leurs besoins et en respectant le cahier des charges de manière continue. Vous avez créé un système de management de la qualité. Alors, ça consiste en quoi? Cette mise en place, c'était compliqué à mettre en place? Alors, j'ai été préparée par rapport à ma formation. Donc, j'ai mis en place des démarches par rapport à trois axes principaux: la gestion des ressources humaines, la gestion vis-à-vis des clients et des fournisseurs, et la gestion des non-conformités. Et en plus de ma formation, j'ai été suivie tout au long par les enseignants qui sont pour la plupart des professionnels. Donc en plus de la théorie, nous avons aussi, ils partagent avec nous leur expérience sur le terrain. Donc on sait concrètement comment appliquer cette théorie sur le terrain. D'accord. Alors je vais poser une question donc à Patrick Ladvine. En attendant, on va peut-être pouvoir remettre votre micro qui est tombé en fait pendant qu'on parlait. Monsieur Ladvine, vous êtes le gérant de FICO Filtration. Donc c'est une PMI de 9 salariés qui a été créée en 2016 à Sarreguemines. Cette entreprise qui est toute jeune encore. Donc comme disait Iman, c'est vous qui avez émis le besoin d'avoir ce soutien-là au niveau de la qualité en fait dans l'entreprise. Pourquoi il y avait ce besoin-là? En fait, le départ, c'est parti d'une demande de certains clients. On a des clients qui n'ont pas besoin qu'on soit certifié et d'autres clients plus importants qui, eux, ne peuvent que travailler avec des sociétés qui sont certifiées. Donc on a eu l'idée de mettre ça en place par nous-mêmes. Ça n'a pas abouti dans un premier temps. Le travail était trop important. Donc par le biais de l'IUT, ils nous ont proposé de nous fournir un stagiaire pour nous épauler dans cette démarche. Et ça a très bien fonctionné. C'est une grande responsabilité que vous lui avez confiée? Ah oui, c'est énorme, oui. Bon, c'était un peu sans... C'est pas qu'on n'y croyait pas, mais c'était un but très très dur à atteindre. Et donc la certification a été obtenue en septembre 2019. Donc quelques mois seulement après le début de votre stage, donc c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, Monsieur Ladvine, est-ce que vous commencez à ressentir les bénéfices de cette certification? Bah oui, maintenant on peut plus facilement répondre aux clients parce que il y a certains clients, c'est une de leurs premières questions. Donc quand on peut répondre directement oui, nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015, direct, ça donne la confiance et on peut tout de suite aller plus loin. Oui, avec l'objectif aussi d'augmenter évidemment le carnet de commandes. Voilà. C'est quand même l'objectif. C'est ce qui en découle. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement. On a une très, très forte progression. Quel rôle vous avez joué dans l'accompagnement d'Iman tout au long de son stage? On lui a mis un poste de travail à disposition déjà pour qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions. Et ensuite, on lui a mis un peu en place tout ce qu'on avait sous la main, qu'elle ait quelque chose pour démarrer. Et après, elle a dû faire tout le travail derrière. D'accord. Alors Iman, tu me disais avant l'émission que en fait, tu as été accompagnée par une autre stagiaire qui était dans l'entreprise. Donc tu as pu avoir un petit coup de main dans ton projet. Oui, j'étais avec ma collègue, Madame Béatrice Botong. Elle était... étudiante en licence logistique globale et éco-responsabilité. Donc elle m'a assistée dans la réalisation de ce projet. D'accord. Et par rapport aux autres salariés, alors les autres salariés de l'entreprise, comment ça a été perçu que voilà, votre projet, vous avez travaillé en collaboration avec eux? Oui. Alors la certification ISO 9001, c'est un travail de groupe. Donc avant même de commencer le projet, j'ai organisé une réunion pour expliquer déjà ce que c'est l'ISO 9001. Ensuite, je leur ai expliqué l'intérêt. Et comme toutes les démarches que j'ai faites, notamment les formulaires à remplir par les collaborateurs, c'est une tâche en plus pour eux. Donc tout au long, je leur ai expliqué à chaque fois l'intérêt de tous les documents parce que c'est plus facile de faire quelque chose quand on comprend l'intérêt. Bien sûr. Et vous, donc Monsieur Ladvine, vous avez remarqué des changements dans le comportement des salariés, dans leur façon de travailler depuis que Iman est arrivé?
Oui, ça a dû se mettre en place progressivement, mais ça aboutit, oui. Il y a beaucoup de changements à faire, beaucoup de zones à identifier, des démarches à suivre. Mais ça se fait de fur et à mesure. On corrige encore un petit peu, mais ça se fait. Oui. Il y a eu des difficultés particulières, Iman, au cours de l'évolution du projet, quoi. Il y a eu des choses qui ont été plus difficiles que d'autres? Eh bien, non, j'ai pas eu beaucoup de réticence par rapport à cela, grâce à la communication, comme je vous ai expliqué. Donc, tout le monde était partant pour le projet. Et par contre, le tout petit problème que j'ai rencontré, c'est par rapport à la langue. Presque tout le monde communique en allemand. Et moi, je ne parle pas du tout l'allemand. Le logiciel de gestion également est en allemand. Donc, c'était ça la difficulté. Comme quoi, même avec cette barrière, vous avez finalement réussi à mener à bien votre projet dans des temps records? Oui, c'est grâce aussi à ma collègue Béatrice Botung. Elle est allemande, donc elle parle parfaitement le français. C'est grâce à Elle vous a cela. un petit peu aidé, quoi. Oui, beaucoup. Alors, ce qui est surtout important de préciser, c'est que vous avez reçu un prix. C'est le prix étudiant qualité-performance, c'est un prix national. Donc vous l'avez d'ailleurs, hein, il est là sur la table, le trophée. On peut le prendre, le montrer un petit peu, quoi. Donc c'est un joli trophée. Donc pour ça, vous êtes rendu à Paris pour le recevoir? Oui, à l'occasion de la journée française de la qualité de la performance. Donc j'ai reçu ce trophée, j'ai reçu le diplôme aussi. Et j'ai remporté une formation chez la FNOR au choix. Ok, bon, c'est un beau cadeau, hein, en tout cas. C'est une belle expérience. Qu'est-ce que vous avez ressenti de la fierté, peut-être aussi? Oui, bien sûr. Déjà, c'est pas toutes les entreprises qui font confiance aux étudiants comme ça, en leur confiant une telle mission. Je remercie M. Ladvine pour cette confiance et M. Laurent Mort aussi, parce que c'est lui qui m'a proposé ce stage. Au sein de l'IUT de Moselle-Est? Oui, et donc recevoir ce diplôme-là, c'est une très belle récompense aux efforts que j'ai fournis pour atteindre l'objectif. C'est un plus sur le CV? Oui, bien sûr. Ça fait joli? Bien sûr. Oui, c'est joli parce que, comme je vous ai dit, en général, on ne confie pas de telles missions aux stagiaires. Donc, ce diplôme-là, ce prix, il vient attester que, effectivement, je suis capable de mener un projet pareil. Alors, il y a une autre récompense par-dessus celle-là, c'est que vous m'avez dit avant que donc, M. Ladvine vous a annoncé que vous allez être recruté, vous allez être embauché dans l'entreprise. Oui. Voilà. Alors, en ce moment, je suis en alternance dans la même entreprise. Et donc, à l'issue, je vais être recrutée, je serai recrutée en tant que responsable qualité dans la même entreprise. Bravo. Donc, c'est qu'elle a bien travaillé, M. Ladvine, alors? Oui, elle a bien travaillé. Donc, c'est un poste qui se crée aussi par le biais de cette certification. Il faut bien l'entretenir aujourd'hui. Donc, on a besoin d'une personne qui sera responsable de la qualité. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives d'évolution de l'entreprise FICO Filtration? On est en pleine évolution, on n'arrête pas de progresser. Donc on est aussi encore à la recherche de personnel qui a déjà touché un peu à la métallurgie ou à la tôlerie. Et on a beaucoup de choses en vue, beaucoup de projets, un déménagement aussi qui est prévu. On est à la recherche de nouveaux locaux. À ce sujet, je voulais remercier aussi l'espace entreprise qui nous aide, la région Grand Est qui nous a subventionné aussi pour démarrer la société. Ça nous a donné un bon coup de pouce. Et puis Iman, bien sûr, pour son travail. Toute l'équipe, la famille, les amis, tous ceux qui ont donné un coup de main pour que ce projet aboutisse. En tout cas, vous partez avec un très bon élément dans l'équipe. Je pense que ça va donner un bon coup de pouce, en tout cas pour l'évolution de l'entreprise. Parce que Iman a l'air très très motivé. En tout cas, bravo encore pour ce beau prix que vous avez reçu. Et puis, je vais vous souhaiter à tous les deux une bonne continuation dans l'évolution de vos projets. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas aujourd'hui. On va passer à notre chronique des sorties. Sandrine, maintenant, c'est un week-end de dons et de solidarité qui s'annonce. Oui, avec ce que je vais te proposer, alors à commencer par l'opération de vente des primes verts en faveur de la Ligue contre le cancer qui est reconduite encore cette année sur le secteur. Alors ce samedi, un point de vente sera établi à Neufgrange sur le parking devant la boulangerie Berre de 7h à midi et ce sont les membres du club de gymnastique Bien-être qui vous accueilleront sous un petit chapiteau.
Et une autre collecte sera organisée, mais pour une autre association cette fois. Oui, les Beach Arcades s'organisent ce samedi une collecte à l'Intermarché de Beach. Alors la saison des chatons arrive à grands pas et pour anticiper un petit peu leurs besoins et faire face à l'affluence des urgences, ils appellent au don de matériel et produits pour chats, donc litières, croquettes et autres. Et n'hésitez donc pas à vous déplacer et à venir jusqu'à l'Intermarché pour faire vos dons. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez qu'il y a une commande via le Drive qui est également possible juste ce jour-là en précisant que les achats sont à destination des Beach Arcades. Pour finir, place au théâtre avec une pièce qui sera jouée à la médiathèque de Sarreguemines. Oui, la compagnie Mobius Band vous présente son adaptation théâtrale et musicale de la pièce Mon frère, ma princesse à travers l'histoire d'un petit garçon qui préférait être une fille. Cette pièce sensibilise aussi la question de l'identité et la norme par rapport à la différence aussi également. Un spectacle qui vous sera présenté dans le cadre du mois de l'enfant ce samedi à 14h30 à la médiathèque. Très bien, c'était les sorties du week-end. Oui. En tout cas, les principales sorties à retenir. Merci Sandrine. Et puis merci d'avoir partagé ce plateau avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Voilà, on se retrouve lundi. C'est ça, à lundi. Et on se quitte maintenant en laissant la parole à Sébastien Ollier. Il est candidat à la mairie de Sarreguemines et comme tous les autres, nous lui avons donné 15 minutes pour convaincre. Je vous laisse l'écouter et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Sébastien Ollier, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à présenter une liste ici à Sarreguemines ? Dans le contexte actuel là, de crise qui s'abat sur les classes populaires, toutes les attaques menées par le gouvernement et le patronat local, par exemple avec les menaces de licenciement sur la Smart et la délocalisation qui est en cours, on voulait profiter de ces élections municipales pour faire entendre le camp des ouvriers, le camp des travailleurs, faire entendre leurs intérêts. Le mouvement des Gilets jaunes a récemment mis sur le tapis et montré la colère qui s'exprime dans les milieux populaires. Il a été relayé par le mouvement contre la réforme des retraites, orchestré par le gouvernement Macron actuel. Et on voulait que cette colère elle continue à s'exprimer, y compris sur le terrain électoral, et faire en sorte que cette liste lutte ouvrière permette cette expression-là, permette à tous les travailleurs qui sont mécontents de cette situation de l'exprimer clairement. Sarreguemines, c'est une ville ouvrière, comme bien d'autres dans le pays, et aujourd'hui, elle est victime de cette situation où les patrons qui veulent accumuler de plus en plus de bénéfices, de plus en plus de profits, ruinent des régions entières du fait des licenciements, du fait des fermetures d'usines. Ça concerne Sarreguemines, mais y compris l'ensemble de la région. Il y a beaucoup de licenciements en Allemagne aujourd'hui, notamment à MTD, une entreprise de logistique et en même temps qui fabrique des tondeuses, chez Ford, et tout le bassin de Sarreguemines est touché. Cette région, c'est une région ouvrière qui a été marquée par les faïenceries pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, c'est l'automobile qui donne le ton d'une certaine manière. Il y a 220 entreprises dans le domaine de la casque, mais sur les 10 000 salariés, il faut quand même se dire qu'il y en a plus de 3 000, voire 4 000, plus d'un tiers, quasiment la moitié qui travaillent pour l'automobile aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, quand l'automobile est en crise, c'est toute la région qui en souffre. Et pourtant, le monde du travail, la classe ouvrière, elle n'est jamais représentée dans les élections municipales. Depuis des années, voire je dirais des siècles, à l'époque des faïenceries, c'était directement les directeurs de l'usine qui étaient représentants à la ville. Aujourd'hui, c'est moins direct, mais la plupart des représentants vont dans le sens des intérêts des patrons. Nous, on veut faire en sorte que la liste lutte ouvrière représente les intérêts des ouvriers, c'est-à-dire tous les problèmes qui se posent du point de vue de leur emploi, du point de vue de leur logement, et que ces problèmes soient posés clairement sur la table à l'occasion de ces élections. Alors on va parler un peu de votre liste. Sur quels critères est-ce que vous l'avez bâtie et quels sont les profils que vous avez retenus? Sur notre liste, on a essentiellement des travailleurs, des ouvriers. Ce qui caractérise notre liste, c'est qu'elle est composée de personnes qui vivent exclusivement de leur travail. Et alors, il y a un certain nombre d'ouvriers qui sont en emploi, d'autres qui ont perdu leur emploi, qui sont chômeurs, d'autres qui sont retraités, voire qui sont handicapés, bien souvent usés par le travail.
Mais ce qui caractérise l'ensemble des candidats de la liste, c'est qu'ils vivent que de leur salaire, et qu'ils soient ouvriers de Continental, ouvriers de la Smart, employés dans les magasins de la grande distribution, femmes de ménage. Tous ces salariés connaissent extrêmement bien les problèmes que vivent les classes populaires à Sarreguemines, puisqu'ils les partagent, puisqu'ils les vivent. Et c'est bien parce qu'ils les connaissent qu'ils peuvent représenter ces intérêts-là. Hein, les problèmes d'emploi, les problèmes de précarité, les problèmes de petits boulots, les problèmes de boulots qui ne permettent pas de finir... dès le 5 du mois, voilà, bien des gens sont à découvert, ils ne peuvent pas finir leur mois, les problèmes de logement, d'expulsion. Tous ces problèmes-là, les candidats, ils les connaissent puisqu'ils les partagent et sont les mieux placés pour les faire entendre à l'échelle de la ville. Donc ça, c'est un premier aspect qui nous a conduit à faire cette liste ouvrière. Mais ces candidats, c'est aussi des candidats qui ont une certaine conscience de l'origine de leurs problèmes. Nous, on pense que les problèmes aujourd'hui, ils viennent de cette situation, de cette lutte de classe que mène le patronat contre l'ensemble du monde du travail. Et il est nécessaire que justement le monde du travail se fasse entendre et fasse entendre ses intérêts face à l'ensemble des attaques qui sont menées aujourd'hui contre lui. Et donc c'est pour exprimer aussi cette conscience d'avoir des intérêts opposés à cette classe qui aujourd'hui mène une véritable dictature contre toute la société, que les candidats de lutte ouvrière se présentent aujourd'hui. Alors, on va aborder vos projets pour la ville en matière d'aménagement urbain. Alors, c'est quoi vos projets? Ouais, c'est une vaste question, l'aménagement urbain, mais je voudrais insister sur un aspect qui, je pense, est extrêmement important dans la vie quotidienne de la plupart des travailleurs, c'est la question du logement. Aujourd'hui, c'est un véritable problème à Sarreguemines comme ailleurs, notamment sur le prix des loyers, sur le manque de logements corrects à des prix accessibles vu les salaires. Un bon nombre de salariés y passent la moitié de leurs revenus dans le logement, voire sont menacés d'expulsion car ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Rien que dans le quartier Beau Soleil, un certain nombre de choix ont fait que ces quartiers sont délaissés. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de concierges, 3-4 concierges pour l'ensemble du quartier qui doivent tout faire. Le ménage, il est assuré de manière extrêmement précaire. Donc ces quartiers, ils sont délaissés. Cela dit, le problème du logement, c'est un problème qui dépasse le cadre, je dirais, de la municipalité, parce que vu le budget d'une municipalité, c'est pas elle qui peut forcément remettre à plat tout ce problème-là. C'est vraiment lié au désengagement de l'État qui a sacrifié évidemment le logement social au profit de subventions données aux grandes entreprises. C'est des milliards qui ont été versés, par exemple, à travers le CICE, de subventions aux grandes entreprises qui font des milliards de bénéfices, mais très peu d'investissements dans le logement social. Aujourd'hui, les 80 milliards, par exemple, 87 milliards de bénéfices que font les entreprises du CAC 40, ça permettrait, d'après les organisations de droit au logement, par exemple, de construire 800 000 logements sociaux. Donc c'est avec cet argent-là qu'il faudrait construire massivement des logements sociaux, et ça ne dépend pas forcément... C'est pas le maire de Sarreguemines qui va décider de ça. Cela dit, des élus lutte ouvrière dans la ville poseraient sur la table ce problème-là et encourageraient la population laborieuse à se mobiliser dans les quartiers pour faire respecter un certain nombre de droits au logement, se défendre contre les expulsions locatives et mettre en avant l'idée qu'il faut que l'État, l'argent public, serve à construire des logements sociaux qui manquent cruellement de qualité pour la population laborieuse ici à Sarreguemines. Comment est-ce que vous allez concrètement vous impliquer dans la dynamique commerciale, artisanale ou même industrielle? Aujourd'hui, la dynamique, je dirais, commerciale, industrielle, elle est impulsée par le patronat. C'est absolument pas ni les mairies ni la population qui l'impulse, et cette dynamique, elle est catastrophique. C'est une dynamique de suppression d'emplois, c'est une dynamique de travailler plus pour gagner toujours moins, et c'est une dynamique qui est catastrophique à bien des niveaux. On le voit dans toutes les entreprises du coin, on demande aux ouvriers de travailler plus, il y a un contrat agilité qui était prévu chez Continental pour les faire travailler plus, on a imposé aux travailleurs de la Smart de travailler plus, et finalement aujourd'hui on délocalise, donc cette dynamique elle est toxique, et c'est contre cette dynamique-là qu'on veut essayer de se mobiliser. Alors évidemment, c'est pas ni moi ni les élus de lutte ouvrière qui en auront la force, mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la possibilité des travailleurs, par leur mobilisation collective, s'ils prennent conscience et confiance dans leur force, de faire un barrage à cette dictature et imposer une autre dynamique, une dynamique où ce soit
les intérêts des employés qui soient mis en avant. La nécessité aujourd'hui de répartir le travail entre tous pour que tout le monde ait un travail, la nécessité d'avoir des salaires qui permettent de vivre, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. La plupart survivent avec le SMIC, voire moins. C'est contre ça qu'il faudra mener ces bagarres, et des élus de lutte ouvrière à la municipalité se feraient les porte-paroles, se feraient les relais de toutes les luttes qui pourront se développer face et contre cette dynamique qu'aujourd'hui impose le patronat. On va aborder maintenant le domaine de l'école et de l'éducation des jeunes. Alors dans ce domaine-là, quels sont vos projets pour la ville ? Alors l'éducation, c'est aussi un problème, je pense, qui relève d'un problème qui est national. Vous savez, même si les municipalités elles prennent en charge de plus en plus de choses au niveau de l'éducation, elles ont là aussi des budgets qui restent relativement limités. Les suppressions d'emplois qu'il y a dans toute la fonction publique, avec un fonctionnaire sur 2 qui est remplacé, évidemment, ça fait des ravages à tous les niveaux. Et ça ne permet pas aujourd'hui de procurer une éducation correcte au milieu populaire dans les villes. Rien que la réforme des rythmes scolaires qui a été opérée par le gouvernement, ils ont fait cette réforme pour transférer un certain nombre de responsabilités aux villes, mais le budget n'a pas suivi. Ils ont transféré qu'une partie du budget. Les municipalités doivent se débrouiller aujourd'hui pour assurer un certain nombre d'activités en dehors du cadre scolaire. Bon, c'est extrêmement difficile. Comment faire ? Il faudrait augmenter les impôts des gens pour pouvoir assurer ces responsabilités. Nous, on ne ment pas là-dessus. On pense qu'il faudra mener des combats pour que l'État, là aussi, comme sur le logement, investisse de l'argent dans ces services publics pour faire en sorte qu'on puisse assurer un enseignement correct aux enfants de la ville, quoi. De quelle façon est-ce que vous voyez votre soutien à la vie associative, sportive et culturelle ? La vie associative, c'est quelque chose d'important qui devrait être une priorité dans les villes aujourd'hui, mais heureusement qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui y participent et qui la font vivre. Mais c'est vrai que sur la question du sport, par exemple, lui aussi est géré comme une marchandise dans cette société. C'est une entreprise pour gagner de l'argent. Et c'est choquant aujourd'hui de voir qu'un certain nombre d'associations ont du mal à vivre ou à survivre, ne serait-ce que même les problèmes qui sont rencontrés pour faire survivre une piscine municipale dans une ville comme Sarreguemines, le manque de moyens. C'est choquant de voir ça, et en même temps de voir l'argent qui est déversé, que ce soit dans la préparation des Jeux Olympiques à Paris ou l'argent que touchent les footballeurs dans le milieu du sport. Ces millions, voire ces centaines de millions qui sont mis à la disposition pour un sport qui rapporte du fric, c'est pas du tout notre logique. Et c'est vrai que cet argent, je pense qu'il serait bien mieux utilisé s'il servait à faire en sorte que dans la société, les gens puissent pratiquer un sport ou des activités culturelles à tous les âges, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc là aussi, on sera du côté des gens qui combattent, qui essayent de faire en sorte que le sport devienne accessible à tout le monde, ne serait-ce que parce que les licences aujourd'hui des clubs, une licence aujourd'hui pour faire du basket, c'est 70 €, à la piscine pour participer au centre nautique, c'est encore plus cher. Qui peut se payer ça dans les milieux populaires ? Et la mairie, son budget, on peut effectivement aider un peu, mais on ne peut pas remplacer les carences de l'État qui, lui, subventionne à fond perdu des choses comme les JO ou les grands clubs de foot à l'échelle nationale. L'environnement devient un sujet préoccupant pour tout le monde. Alors, en tant que maire, quelles orientations est-ce que vous allez prendre pour la ville ? L'environnement, c'est vrai que c'est une question importante. Et aujourd'hui, on a tendance à faire culpabiliser les usagers, les utilisateurs de leur voiture, en faisant croire que c'est de leur faute finalement si la situation se dégrade. Or, nous, on tient à mettre en avant quand même la responsabilité des grandes entreprises aussi sur ce terrain-là. Vous savez, une entreprise comme les abattoirs de Sarreguemines, c'est 450 voire 500 mètres cubes d'eau par jour, c'est l'équivalent de 3000, la consommation quotidienne de 3000 personnes. Donc on va faire la morale à des gens parce qu'ils oublient de fermer leur robinet, mais on n'a pas forcément de droit de regard du point de vue de la population sur ce qui se passe dans ces entreprises, dont un certain nombre polluent ou ont pollué les sites. Je peux parler de la faïencerie, notamment les sites industriels qui sont restés en friche, qui ont été rachetés par la mairie, et qui aujourd'hui, la mairie se retrouve à dépenser de l'argent pour dépolluer des sites qui ont été pollués par ces grandes entreprises. Nous, on pense que le problème de l'écologie ne peut pas se régler dans une économie comme celle-ci, où c'est encore les profits qui décident de tout. Donc on est pour encourager toutes les initiatives de la population pour contrôler, et aussi les travailleurs qui travaillent dans ces entreprises,
pour contrôler ce qui se passe chez ces plus gros pollueurs que sont souvent les industries, et il y en a un certain nombre sur Sarreguemines. En tant que premier magistrat, vous serez sollicité pour travailler aussi sur les compétences intercommunales. Alors, quelles sont vos aspirations et visions dans ce domaine ? Au niveau de l'intercommunalité, c'est vrai que ça regroupe ici dans la casque un certain nombre de communes. Sarreguemines est la plus grosse, mais je pense aussi aux petites communes qui aujourd'hui sont encore plus frappées par les manques de moyens. Les dotations publiques de l'État n'ont cessé de se réduire ces 30 dernières années, et beaucoup de communes font appel, y compris à des emprunts parfois toxiques. Un cas Sarreguemines, je crois qu'en 2014, le remboursement des intérêts de la dette, ça représentait 1 million d'euros. C'est 1 million d'euros qui partent dans les poches des banquiers. C'est plus que la subvention, par exemple, pour la piscine publique. Bon. Ce fonctionnement, le regroupement des communes, les unes avec les autres, ça permet une petite entraide qui est loin d'être suffisante. Et du coup, la casque, elle est responsable de plus en plus de fonctions, comme le transport, etc. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, je pense, à ce que ces regroupements ne nuisent pas trop, y compris à la proximité et à certaines démocraties communales qui pouvaient exister chez ces petites communes. Donc on essaiera de faire attention à ce que là aussi la population exerce au maximum un contrôle sur ce qui se passe au sein de cette intercommunalité. On en arrive presque à la fin, donc dans quelques secondes, il va nous rester 1 minute. Alors, au-delà des paroles, il y a les actes. Pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance ? Dans cette campagne, vous avez pu le constater, on ne fait aucune promesse. Nous, ce qu'on propose à la population au travers de Sarreguemines, c'est que s'il y avait des élus lutte ouvrière au conseil municipal, on serait les oreilles, les yeux de cette classe populaire pour essayer d'exercer un contrôle, mais dans le rapport de force qu'exercent aujourd'hui les capitalistes contre la population et l'ensemble de l'organisation de la société, on compte que sur les luttes sociales, que sur les combats que la population sera amenée à mener consciemment. Et on veut être les relais de ces luttes. On ne fait pas de promesses dans ce sens-là, et donc avoir confiance en une lutte ouvrière, c'est d'une certaine manière avoir confiance en soi-même, en tant que travailleur, en tant qu'ouvrier, pour faire changer cette dynamique aujourd'hui qui est toxique pour l'ensemble du monde du travail. Sébastien Ollier, merci. Merci.